nous avons trois médecins avec nous. Alors, je vais les prendre dans l'ordre alphabétique. Le docteur Berthier, qui est urgentiste au CH de Bourg-en-Bresse. Le docteur Deville, qui est urgentiste au CH de Sambre-Avesnois. Alors, pour ceux qui ne savent pas où est le CH de Sambre-Avesnois, il est à Maubeuge, dans le département du Nord. Et le docteur Thibault, qui est radiologue, chef de service au CH de Béziers. Avec moi pour co-animer ce webinaire, Christian Rapin, qui est directeur commercial, je crois, Christian, d'Arteris en France. Alors, j'expliquerai pourquoi Arteris, pourquoi 1000 vues. Et puis, pour moi, c'est un événement un peu important parce que c'est le 11e webinaire que nous organisons dans le cadre des Jeudis du numérique avec DSIH et Xavier Lebranchu, que je salue. Normalement, ces webinaires sont organisés, je suis animateur avec Xavier Valin, mais Xavier est aujourd'hui pris par une belle présentation à la PHP, donc il nous a fait faux bond. Et puis, accessoirement, c'est un moment important parce que pour une fois, je ne suis pas qu'animateur, je suis directement impliqué en tant que sponsor de ce séminaire, puisque c'est la société que je dirige, 1000 vues, qui co-organise avec Arteris, et je vais expliquer pourquoi cette co-organisation, ce webinaire sur l'usage de l'intelligence artificielle dans les urgences. Alors, on a voulu avoir une restitution de 3 établissements qui sont dans des profils complètement différents. Le CH, alors je vais les prendre dans l'ordre de passage, le CH de Sambre-Avesnois, où la démarche de l'usage de l'IA a été porté initialement par les urgentistes qui étaient intéressés, avec un regard un tout petit peu distant des radiologues, mais des radiologues qui sont quand même présents dans le CH. Donc, vous allez voir qu'ils ont notamment travaillé sur les problématiques des discordances entre radiologues et urgentistes et sur l'impact de l'usage quotidien de l'IA sur la prise de décision par les urgentistes. Le docteur Berthier, qui est dans une situation complètement différente, puisque au CH de Bourg-en-Bresse, il y a un radiologue. Pour un établissement support de GHT, c'est difficile. Et donc, depuis très longtemps, les urgentistes font sans radiologue. Et pour eux, l'usage de l'IA est une forme de compensation, je dirais, de l'absence d'expertise radiologique disponible. Et le troisième, le docteur Thibault, qui est dans une situation inverse. Alors, je ne vais pas dire qu'il a beaucoup de radiologues parce qu'il considérera qu'il n'en a pas assez, mais qui est un établissement dans lequel le déploiement de l'IA aux urgences a été porté par les radiologues parce qu'ils trouvaient que la coopération entre radiologues et urgentistes était perfectible et que l'IA pouvait être un bon outil de réorganisation des process. Donc, chacun va partir de ce point de vue lié à son historique personnel pour vous décrire sa situation et puis surtout la façon dont l'usage permet d'envisager la transformation, dont l'IA, permet d'envisager la transformation des usages. Alors, je vais commencer par une toute petite présentation qui a pour vocation simplement d'expliquer comment ça marche. Alors, en France, vous savez qu'il y a à peu près 2 patients sur 3 aux urgences qui ont un examen d'imagerie et que dans l'immense majorité des cas, les radios d'urgence ne sont pas relues en temps réel par un radiologue faute de disponibilité. Donc, dans un certain nombre de sites, elles sont relues en temps différé. Dans un certain nombre d'autres sites, elles ne sont pas relues du tout. Il en résulte qu'un grand volume de radios ne sont lues que par l'urgentiste avec comme problématique, un workflow sous pression, la lecture des clichés dans des conditions complexes, et dans la littérature, une augmentation du taux de discordance qui est connu, qui est chiffré entre 1 et 5%. On peut constater dans un certain nombre de sites que c'est à peu près la réalité, et puis un impact sur les délais. D'où l'idée de l'usage de l'intelligence artificielle pour permettre de couvrir tout le workflow d'urgence. Et couvrir le workflow d'urgence, ça veut dire 3 choses. Ça veut dire d'abord couvrir un scope relativement large, donc le plus large possible, en l'occurrence l'ostéo-articulaire et les pathologies pulmonaires. Ça veut dire le faire dans des outils qui sont intégrés, et je pense que les 3 intervenants reviendront là-dessus, intégrés aux outils de travail des radiologues, et puis le faire dans des conditions de performance clinique et de sécurité sur le traitement des données qui soient aux normes, aux standards de ce qu'on attend. Donc, qu'est-ce que nous avons proposé? Nous avons proposé donc
un diagnostic sur l'ensemble du workflow d'urgence avec une analyse par deep learning, par intelligence artificielle dans des données de l'ordre de 30 secondes. Alors, ça prend un petit peu plus de temps quand il faut faire l'aller-retour jusqu'au serveur. Ça, c'est le premier point sur le niveau de performance. Le deuxième point, c'est la priorisation des examens. Et je pense que le docteur Thibault y reviendra parce que c'est un enjeu très, très important. La mise en évidence d'examens pathologiques, d'examens douteux et d'examens normaux. Il y a un gain de temps considérable lié à la priorisation de ces examens dans les listes de travail des radiologues ou des urgentistes. Et puis enfin, la production d'un compte-rendu, d'un pré-compte-rendu intelligent qui est documenté et poussé vers le RIS ou vers le PACS. Alors, pourquoi Arteris ? Arteris est notre partenaire historique, notre premier grand partenaire, et Arteris est une place de marché qui va intégrer toute une série de solutions d'IA, dont la nôtre, dans le cadre d'un marquage CE2A et aux États-Unis d'un marquage FDA, bien évidemment, et qui va proposer la gestion de flux multiples d'urgence, donc notre flux à nous, mais également, Christian y reviendra peut-être tout à l'heure, la gestion dans l'urgence de l'AVC, par exemple, et puis des pathologies moins urgentes dans le cadre de ces plateformes de marché. Donc, la possibilité pour des établissements d'utiliser l'IA dans des perspectives plus larges que la simple volume des urgences. Et puis, dans le cadre de leur travail à Maubeuge, ils ont mis en place un petit questionnaire lié à la visionneuse qui est très intéressant parce que ça permet de voir quel est l'impact décisionnel de l'IA sur le profil diagnostique des urgentistes. Voilà pour la présentation initiale. Maintenant, vous allez voir comment les utilisateurs se servent de ces solutions et je vais tout de suite passer la parole au docteur De Wilde. Bien, bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour cette présentation. J'aurai une présentation un peu plus générale sur l'apport, les relations entre l'urgentiste et le radiologue dans l'interprétation des radios pour vraiment nous parler de notre activité aux urgences. Donc, comme vous l'avez précisé, je travaille à l'hôpital de Maubeuge. On a une activité avant Covid de 50 000 passages par an, qui représente à peu près 100 à 120 passages par jour. Ça signifie que là, les gens commencent à revenir une fois qu'on commence à déconfiner. Là. Donc on arrive maintenant à une centaine, 90, 100 patients par jour. Donc, je voudrais vous rappeler quelques chiffres clés. Il faut savoir qu'un patient sur 3 va venir pour un motif traumatologique, plus d'un patient sur 3. En pédiatrie, généralement, on va voir surtout des ados pour 7 passages traumato sur 10, et un patient sur 4 de plus de 65 ans va venir pour une chute ou un traumatisme. Donc on aura effectivement des radios à leur faire à tous ces patients-là. En ce qui concerne l'organisation, c'est souvent sur une filière courte qui est gérée par les médecins qui sont en SMUR pour ce qui nous concerne, mais pour avoir discuté avec pas mal d'autres collègues, il s'agit d'une organisation un petit peu tout venant, si vous voulez, où le personnel du SMUR est affecté à cette filière courte parce que généralement, on voudrait que tout soit réglé en l'espace de 2 heures, en sachant que si on est sorti en intervention, on ne pourra pas voir les patients, bien sûr. Donc ça va rallonger le délai de prise en charge. Ensuite, qui peut interpréter des radios ? Finalement, tout médecin peut interpréter des radios. Le radiologue a la spécialité d'interprétation, a l'œil plus exercé à interpréter ces radios, mais selon le Code de santé publique, dont je vous rappelle les références, et l'ordre des médecins, tout médecin est à même de pouvoir interpréter une radiographie. Donc, je me suis penché sur une étude qui a eu lieu à La Réunion, au CHU de Saint-Benoît, qui est portée sur une interprétation conjointe entre urgentistes et radiologues pendant l'été 2017, donc juillet et août 2017. Et on commence à avoir des conclusions assez intéressantes. Vous voyez qu'en orange, on ne voit pas de fracture, l'urgentiste et le radiologue ne voient pas de fracture. En bleu, l'urgentiste et le radiologue voient des fractures. Et ce qui est intéressant, c'est les faux positifs et les faux négatifs, bien sûr. Donc, faux positif, ça veut dire que l'urgentiste va avoir une fracture alors qu'il n'y en a pas. Et le faux négatif, l'urgentiste ne dira pas de fracture alors que le radiologue en veut une. C'est bien sûr l'intervention du radiologue qui va primer sur l'interprétation. Donc, on commence à voir sur ces différentes régions examinées
des régions anatomiques qui sont localisation de discordance finalement. On voit le poignet, la main, la cheville, le pied. On verra ça par la suite. Quand on voit sur les 520 dossiers examinés sur cette étude, le taux de discordance est de l'ordre de 4,7%, les chiffres qu'on retrouve, qui ont été rappelés par M. Khalifa. Sur une autre revue de littérature, dont des littératures assez anciennes, on va voir qu'on voit une discordance entre radiologues et urgentistes de 1 à 8%. Donc, ce qui m'amène à essayer de voir les zones de discordance. On a déjà vu ça sur la présente diapositive, finalement. La pédiatrie, ou avec l'interposition du cartilage de croissance qui va augmenter la difficulté d'interprétation. Toutes les zones à forte superposition osseuse, donc le tarse, le carpe et le coude, par exemple, c'est ce qu'on retrouvait déjà dans l'interprétation. Alors, ensuite, je vais vous raconter, dans ces différentes études, on voit que par le biais des procédures instaurées par les différents services, par le fait qu'on va reconvoquer, on va voir qu'il y avait un doute diagnostique au niveau de l'interprétation des radios. De ce fait, le patient va être reconvoqué plus tôt, le patient va être revu par un chirurgien plus tôt. Il n'y a eu aucune modification thérapeutique sur les interprétations doubles. Et autre phénomène assez intéressant, c'est que le moment de l'interprétation, que ce soit en nuit profonde ou en pleine journée, n'a pas montré de majoration de discordance si on interprétait la nuit, par exemple. Donc ça, c'est assez intéressant à préciser. Ensuite, on va s'intéresser à comment est-ce que le médecin en général et l'urgentiste en particulier va réfléchir et amener dans sa procédure diagnostique. Je vais vous raconter 2 histoires. La première, c'est Madame C, qui a 82 ans, qui a fait une chute, qui a fort mal à la hanche droite, et vous avez une déformation de son ombre. La radio est indéniable. Vous avez tous fait le diagnostic, rien qu'à l'évocation des premiers éléments de l'anamnèse. La patiente a une fracture du col fémoral. Comment est-ce que les médecins présents ici ont fait le diagnostic? Vous voyez que, rien qu'à l'évocation de l'histoire du patient, on a émis des hypothèses sans effort. On a tout de suite vu qu'il finalement, on met notre main à couper que cette patiente a une fracture du fémur. Donc, vous avez tous à activer votre script fracture du col du fémur. Ce script, je vais checker dans mon examen clinique et dans mon interrogatoire tous les éléments qui vont conforter ou rejeter le diagnostic. Donc, je ne vais pas avoir nécessairement besoin d'avoir la totalité de tous les arguments pour pouvoir diagnostiquer, mais je sais que de toute façon, la radio ne sera que documentée, que pour documenter la fracture, c'est tout. Ensuite, l'autre dossier, un jeune homme, monsieur P, 30 ans, qui s'est fait bousculer alors qu'il s'était battu avec quelqu'un. Il a une douleur du poignet droit. Il sait le bouger un petit peu, mais limité par la douleur, et il n'y a aucune déformation, rien de particulier. Donc là, ce diagnostic facile et spontané qu'on peut avoir à l'évocation de l'histoire est un peu plus difficile à avoir. Donc j'ai progressé différemment dans ma démarche cognitive. J'arrive pas à faire correspondre un dossier clinique, j'arrive pas à faire correspondre un script. Donc je vais avancer à mesure dans l'anamnèse, dans les différentes questions que je vais poser aux patients, dans mon examen clinique, pour pouvoir essayer de trouver la réponse à son problème de santé. Finalement, il n'a pas trop d'antécédents, pas de maladie osseuse, de fragilisation. Il a surtout mal au niveau de la palpation du bord radial du poignet. Il a une pronation un peu douloureuse, sinon rien d'autre. On va bien sûr lui faire des radiographies standards. Les clichés vont être peu contributifs. On l'a passé à l'intelligence artificielle Arteris, qui va avoir un doute sur une fracture. Du coup, je vais demander un scanner du poignet qui va confirmer la fracture. Donc là, vous attendez de voir les radios, j'imagine. Les voici. Sur la face, on voit rien de particulier, à mon avis. Là, honnêtement, pour moi, c'était radio normale. C'est pas un vrai profil, c'est plutôt un 3/4. Honnêtement, c'est un peu compliqué de dire fracture ou pas fracture. Et là, je vais révéler l'IA. Vous avez l'interprétation de l'IA sur le côté droit de l'écran. Et effectivement, on peut se demander si il n'y avait pas effectivement une fracture au niveau de la partie moyenne
du scaphoïde. Donc, le fait qu'il y ait un doute diagnostique m'a fait demander un scanner qui va confirmer la fracture. Du coup, on aura une attitude thérapeutique adaptée. Le patient, il aura un gantelet, il sera revu à 2 semaines par le chirurgien avec rééducation, tout ça. Ce qui fait qu'on a pu rectifier un diagnostic qui finalement, je l'aurais mis uniquement une attelle et pas forcément une immobilisation plus rigide. Donc finalement, l'apport de l'IA dans l'intelligence artificielle, c'est vraiment avoir un argument complémentaire, que ce soit en stratégie thérapeutique ou en stratégie d'examen. Et dans l'objectif de couvrir ces 1 à 5% de discordance. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif. Merci, docteur Deville. On va peut-être enchaîner tout de suite sur la présentation du docteur Berthier. Et puis, ce que je vous propose, c'est de regrouper ensuite les questions sur les 3 intervenants à la fin. Donc, docteur Berthier, je mets en ligne votre présentation et vous avez la main. Merci. Parfait. Vous m'entendez bien ? Parfaitement. Bon, très bien. Bonjour à tous. Donc, effectivement, Arnaud Berthier, je suis praticien hospitalier aux urgences SAMU-SMUR de Bourg-en-Bresse. Bon, j'avais prévu une petite diapo d'introduction, mais déjà beaucoup de choses ont été dites, donc je vais éviter les redites. Je vais quand même préciser un point qui me semble vraiment important dans les problématiques et les risques des radios aux urgences. D'abord, c'est effectivement les circonstances d'interprétation de la radio aux urgences. On va le voir après, nous, c'est effectivement essentiellement l'urgentiste qui s'occupe de l'interprétation et que les circonstances d'interprétation de l'urgentiste sont toujours complexes puisqu'il y a de multiples interruptions de tâches, il y a des contraintes temporelles importantes et du coup, effectivement, ce n'est pas les meilleures situations pour arriver à un diagnostic exact. J'insisterai aussi sur le fait que le gros avantage de l'urgentiste par rapport au radiologue, c'est d'avoir l'examen clinique en tête, sous la main et qui peut compléter son interprétation de radio par une réévaluation du patient. Et le gros inconvénient de l'urgentisme et l'avantage qu'a le radiologue, c'est d'être en capacité d'avoir un œil global sur sa radio et que l'urgentiste a un petit peu trop tendance à avoir l'œil fixé sur le point douloureux du patient et donc à ne pas regarder la globalité et passer potentiellement à côté d'un deuxième diagnostic et d'avoir l'œil trop accroché par une première fracture évidente. Ça, c'était un mot d'introduction. Donc, pour présenter notre service, on est à peu près sur le même taille de structure. On est sur une structure à 47 000 passages annuels avant Covid également, où on accueille à la fois des adultes, des enfants, aussi bien pour des pathologies médicales et traumatologiques. On a une salle d'accueil des urgences vitales avec 3 postes de déchocage et des équipes SMUR qui sont mutualisées au sein des urgences, qui gèrent aussi, comme à Maubeuge, la filière courte, donc la filière de traumatologie, et ce qui crée évidemment des contraintes organisationnelles importantes et des risques supplémentaires sur l'interprétation de la radio. Puisque effectivement ces équipes peuvent être appelées à tout moment à sortir pour des interventions préhospitalières et donc une fois de plus des interruptions de tâches dans la gestion des patients de traumatologie. Notre profil d'activité, c'est que 30% de nos patients bénéficient d'au moins une radio et sur ces 30%, 3/4 regagnent leur domicile, ce qui fait donc que quand une erreur de diagnostic radiologique s'est glissée dedans, évidemment le patient n'est plus dans les murs et elle sera plus complexe à corriger. Notre activité génère 20 000, à peu près 20 000, le chiffre était à 19 000 et quelques, à peu près 20 000 examens radio conventionnels à interpréter par an. Nous n'avons, comme cela a déjà été dit, qu'une seule radiologue titulaire, qui est évidemment renforcée par des radiologues intérimaires ou par des radiologues libéraux, mais ça rend impossible l'organisation d'une relecture systématique, même en décalé, de nos images. Notre organisation historique a donc toujours été celle d'un urgentiste qui interprète ses propres radios prescrites. Alors chez nous, c'est systématiquement l'urgentiste senior et c'est en temps réel. En cas de doute, évidemment, on fait des relectures en interne au service avec les autres médecins présents. On appelle évidemment le radiologue quand c'est nécessaire ou on a recours éventuellement aux spécialistes d'organes, notamment l'orthopédiste ou le pneumologue pour ce qui est de la radio pulmonaire. Et évidemment, prescription d'examens complémentaires quand le doute est présent avec le scanner notamment. On organise de manière ponctuelle des relectures différées et toute la problématique est aussi d'adapter les prises en charge avec une relecture qui se situe plusieurs heures après le passage aux urgences.
Donc nous avons évidemment identifié la nécessaire évolution de nos pratiques pour essayer de sécuriser les prises en charge et évidemment limiter le risque de sous-diagnostic, de sous-détection de fractures. Évidemment pour renforcer les équipes des urgences et des radiologies qui ne peuvent pas... alors pour essayer de soulager les urgentistes dans le sens où ils ont besoin d'un deuxième avis et des radiologues, on ne peut malheureusement pas les solliciter davantage, ils ont déjà bien assez à faire avec leur fil d'examen classique qui ne proviennent pas des urgences. Donc évidemment, l'idée était aussi de fluidifier nos filières et d'éviter au maximum les avis différés, des reconvocations qui sont souvent source de problématiques parce que quand on demande un examen, une réinterprétation d'examen a posteriori, mon expérience a montré, pas seulement à Bourg-en-Bresse, que souvent il peut y avoir des trous dans la raquette et que l'examen, il a été, la réinterprétation n'a pas forcément eu lieu ou si elle a eu lieu, le compte-rendu n'est pas remonté jusqu'aux urgences ou alors il y est remonté et personne n'a rappelé le patient pour corriger la prise en charge. Donc vraiment l'idée c'est d'essayer au maximum de limiter ces réinterprétations différées pour notre expérience. Évidemment, la pression médico-légale croissante est un gros facteur d'amélioration des pratiques, on est bien d'accord. Donc les éléments qui nous sont apparus comme indispensables dans l'amélioration de nos pratiques, c'est d'organiser une double lecture, parce que c'est pour nous la clé de la sécurité. C'est vraiment d'avoir deux regards sur l'imagerie, c'est ça qui va permettre d'obtenir le diagnostic le plus précis. Pour nous, l'idée était aussi que ça se fasse en temps réel, sans la contrainte de rappel et avec la possibilité d'avoir accès au patient, parce que souvent un doute sur une radio peut être infirmé ou confirmé en réexaminant son patient tout simplement. Évidemment, l'idée était de ne pas alourdir le travail des urgences ni des services d'imagerie. Et l'idée aussi était d'avoir une procédure qui soit complètement intuitive, que nous ne soyons pas à devoir faire un cours magistral sur l'utilisation de nos outils à chaque fois qu'un nouveau médecin arrive, puisque nous avons 9 nouveaux internes tous les 6 mois, et que, évidemment, parfois, nous avons des médecins intérimaires dans le service. Donc avec la solution 1000 vues, nous avons pu discuter et l'avantage de la solution qui nous a été proposée, c'est d'avoir une interprétation par l'intelligence artificielle qui vient directement dans nos pratiques habituelles et historiques, à savoir une image réinterprétée, prédite par l'IA, qui vient s'intégrer directement dans le PACS sur le même chemin d'accès que les images natives, avec une prédiction qui se fait en temps réel. M. Khalifa parlait de 30 secondes et un peu plus, mais effectivement, le temps que l'urgentiste accède à la radio, l'interprétation de 1000 vues est évidemment toujours présente. Et pour nous, un point extrêmement important et qui a été possible de mettre en place, c'est qu'il n'était pas question que l'urgentiste ait connaissance du résultat de la prédiction de l'IA avant de lui-même avoir fait son propre diagnostic sur la radio et vraiment d'obtenir une double interprétation, pas une interprétation déjà biaisée par un premier résultat d'IA. Donc, ce schéma un peu simplexe pour résumer le processus, mais la radio est faite de façon tout à fait conventionnelle et une copie de la radio est envoyée à 1000 vues et revient vers nous, ce qui fait que l'urgentiste a la possibilité de visualiser aussi bien la radio native que la radio réinterprétée. Dans notre écran, dans notre interface, cela se présente de cette manière. On a en haut à gauche les vignettes de prévisualisation. Celle de gauche, vous voyez qu'elles sont en double. Celle de gauche concerne en fait les images natives, celle de droite concerne celles qui reviennent de 1000 vues. Donc les premières qui s'ouvrent sont systématiquement les images natives. L'urgentiste peut ensuite ouvrir celles qui viennent de l'IA et bien évidemment avec le PACS peut comparer tout ça sans aucune difficulté. On identifie facilement les images qui reviennent de 1000 vues parce qu'il y a un bandeau situé en haut et en bas. Le bandeau en haut marque que ça revient de 1000 vues et le bandeau du bas explique, traduit ce que l'image montre, à savoir est-ce que c'est une détection positive, un doute sur une détection ou est-ce qu'une détection non retrouvée. Alors évidemment, quand tout est négatif, il n'y a rien sur l'image de la radio. Et la présence des bandeaux est donc indispensable pour bien faire la différence entre les différents types d'images, les natives et celles qui reviennent de 1000 vues. Voilà, donc pour nous, intégrer l'IA sur ce processus-là nous a permis complètement de sécuriser nos interprétations avec une double lecture, enfin complètement sécurisé avec bien sûr les limites toujours possibles, mais en tout cas, nous avons pu sécuriser nos interprétations en offrant une double lecture à l'urgentiste. Ça permet de fluidifier et sécuriser les parcours de patients en limitant le risque de reconvocation à 24-48 heures par une interprétation secondaire. Ça n'a pas alourdi le travail des équipes des urgences et ni celle de l'équipe d'imagerie. Ça n'empêche pas évidemment toute l'interface que nous avions avant et la possibilité de solliciter le radiologue si une discordance apparaît entre l'IA et l'urgentiste, et ça n'empêche pas évidemment de prescrire des examens complémentaires quand cela est nécessaire, mais effectivement cela va en tout cas complètement sécuriser le risque de sous-détection des fractures au niveau des urgences. L'accès est complètement simple et
un point extrêmement important, c'est que la prédiction faite par Millevue ne remplace absolument pas la décision humaine. C'est vraiment quelque chose qui offre la possibilité d'augmenter la capacité du médecin urgentiste sans le remplacer. Donc c'est pour nous un bilan tout à fait positif. Et je vous remercie de votre attention. Bien. Merci, Dr Berthier. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions à l'issue de la troisième présentation et je vais tout de suite lancer la présentation du Dr Thibault. Donc là, on va voir maintenant le point de vue du radiologue qui sera sans doute un tout petit peu différent. Bonjour et merci beaucoup à M. Khalifa pour son invitation. Ces partages d'expériences sont très importants pour faire avancer un petit peu notre manière de fonctionner. Donc, je vais présenter une vision que je qualifie d'emblée comme personnelle et radiologique, donc un peu biaisée, mais c'est important que vous ayez aussi cette vision dans un contexte qui est un petit peu différent. On va voir qu'on va retrouver quand même pas mal de choses qui ont déjà été dites et on partage un certain nombre de problématiques, bien sûr. Alors, pour présenter un petit peu le contexte, donc on a sur le siège de Béziers une activité en PDS qui est assez chargée. On a aux alentours de 70 000 passages aux urgences avec énormément de petites traumatologies. Le plateau technique est un gros plateau avec 2 scans, 2 IRM, une PDS qui est H24 sur le scan et l'IRM, donc qui occupe beaucoup les radiologues. Un PACS Télémis, j'insiste là-dessus, qui a une large diffusion, qu'on a mis en œuvre en 2005. C'était une initiative radiologique et c'était un PACS qui d'emblée se voulait non propriétaire du radiologue, mais à l'intention de l'ensemble de la communauté, puisque dès qu'on l'a mis en œuvre, on l'a testé sur les services de neurologie, puisque c'est ce qui était le plus impacté par la lecture directe des urgences, et sur les médecins des urgences. Et on l'a diffusé à l'ensemble de l'établissement. Je pense vraiment qu'il est important que l'ensemble de la communauté voit les images. Elles ne sont pas propriétaires des radiologues. On a une certaine expertise là-dedans, et c'est pour ça qu'on est sollicité. Mais il faut absolument, pour l'intérêt du patient, que l'imagerie soit la plus large en diffusion possible. On a un accès distant à nos outils Télémis depuis 2008, donc là aussi, c'est quelque chose qu'on a été initiateur dans la région. Grosse activité de médecine, de petits traumatos, ça a déjà été dit. Une unité d'imagerie non programmée dans laquelle on a, quand on a installé notre deuxième scan, c'est à proximité du service des urgences, c'est-à-dire qu'on l'a vraiment déployé très près du service des urgences pour des raisons de flux de patients, dans lequel on a un scanner, une salle de radio, une salle d'écho. Donc, et peut-être un jour on aura une IRM, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est un poste qui est assez lourd, où il y a un radiologue qui doit s'occuper un petit peu de tout, y compris de la pédiatrie, et donc il nous occupe beaucoup. Le circuit de radiologie, pour la radiologie conventionnelle, en particulier la petite traumato, je l'ai résumé sur cette diapo. Il y a, la demande de radiologie est faite à l'accueil des urgences. Alors, c'est quelque chose qui fait l'objet d'une PP actuellement, ce workflow. Peut-être qu'on sera amené à vous en donner les résultats dans une autre présentation. Pour l'instant, on ne les a pas. Mais il faut savoir que dans notre établissement, les radios sont demandées parfois par du personnel d'accueil avant qu'il y ait eu un véritable examen clinique du patient. Et c'est important dans mon discours. La lecture des clichés se fait par le médecin urgentiste. Le résultat de sa lecture est consigné dans le dossier terminal d'urgence. Et à partir de ce dossier, c'est assez complexe, un résumé de passage aux urgences est consigné dans le dossier patient informatisé Crossway. Et le patient sort donc avec un diagnostic, donc on évalue ça, qui est fait après examen clinique et lecture des radios. On applique encore dans notre établissement, et depuis de nombreuses années, la deuxième lecture, parce que c'était quelque chose qui était recommandé pour les SAU, donc on l'a mise en œuvre. Et cette deuxième lecture, elle est très chronophage pour les médecins radiologues. C'est le radiologue qui est sur le poste d'unité d'imagerie non programmée qui le fait de manière différée. Ça a été dit dans d'autres présentations. C'est quelque chose qui n'est pas fait en temps réel, qui est fait à 12-24 heures de la réalisation des clichés, qui amène à des rappels éventuels de patients. Donc, on a une PP qui est en cours sur ce workflow et je reviendrai un petit peu ensuite sur la manière dont nous, on va déclarer les clichés et la discordance des clichés. Pour nous, c'est un processus qui est complexe parce que finalement, le radiologue est amené à aller consulter le résumé de passage aux urgences et ça nous prend, je n'exagère pas, je l'ai compté ce week-end pour la présentation, il y a au moins 15 clics pour aller à la conclusion de l'urgentiste, à la fin de son examen clinique et de son diagnostic radiologique sur les radios qu'il a vues. Et ça veut dire ça qu'on va passer pratiquement 2 minutes pour réaliser un compte-rendu a posteriori et que sur le nombre de dossiers qu'on lit, ça va prendre 1 à 2 heures de temps radiologique, ce qui est énorme. On a du mal à appréhender la valeur ajoutée que ça représente. On n'est pas absolument convaincu qu'on ait une grosse valeur ajoutée là-dessus. On a des éléments cliniques qui ne sont pas toujours très complets et on est un peu incertain sur ça.
Sur les discordances, pardon, même si on n'a pas fait un travail scientifique là-dessus qui mériterait d'être fait, et sur les rappels, on a quand même l'impression très souvent que les clichés sont finalement les discordances qu'on note sont un défaut de lecture du premier lecteur. On a souvent ce sentiment-là, et quand on en discute avec nos confrères urgentistes après, on se dit a posteriori qu'effectivement, ça correspond souvent à ça. Et on a aussi un sentiment, mais ça, et c'est pour ça que j'ai dit que ma présentation était résolument radiologique, je l'assume, mais de temps en temps et de plus en plus, donc je vous invite à regarder le bas de ma diapo, ça c'est une petite copie d'écran que j'ai fait ce week-end, ça date du 23/05, puisque j'étais de garde lundi, et dans le dossier de résumé de passage aux urgences, je sors ça, et ça c'est de plus en plus fréquent, sur un dossier sur deux, en fonction du médecin urgentiste qui est en charge du patient, on constate ça. Radio poignet et main gauche, cal osseux, pas de nouvelles lésions osseuses traumatiques visibles, sous réserve de l'interprétation du radiologue. Et ça, nous, c'est vécu de notre côté comme une espèce de transfert de responsabilité, puisque c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc dans le dossier. Et que si d'aventure, comme ça a été dit auparavant par le docteur Berthier, il y avait des trous dans la raquette, c'est-à-dire que la deuxième lecture n'était pas faite et qu'il y avait une procédure là-dessus, finalement, au bout du compte, c'est notre fonctionnement qui est en cause. Pour ce qui est du retour, après 2 mois d'utilisation, on va dire en routine, premier point, ça a déjà été dit, et on y reviendra sûrement dans la discussion, l'intégration forte dans le PACS, c'est non négociable, c'est une obligation absolue. À tel point que, sur le CH de Béziers, puisque c'est notre expérience, on a développé l'interface entre Télémis et 1000 vues a été développée chez nous pour que les résultats soient disponibles dans le PACS, et qu'on a retardé le démarrage jusqu'à ce que ce soit le cas. Parce qu'il n'est pas question qu'on soit en plus obligé d'aller consulter les résultats de l'IA dans un autre outil que celui qui est notre outil de travail. Sur l'écran, c'est impossible de rajouter un outil de plus parce que c'est beaucoup trop chronophage. Ça a déjà été dit, mais globalement, les temps de réponse sont fluides. 30 secondes, oui, probablement, mais en fait, c'est plus que ça, mais peu importe. Les délais sont suffisants pour qu'effectivement, on ait les résultats dans le cadre de la prise en charge lissée du patient. Ça a déjà été dit, c'est globalement très fiable, à mon sens, en traumatologie. On aimerait bien sûr que ça couvre le rachis, mais on comprend que c'est complexe. Donc, la lecture et la relecture des clichés de rachis sont, à mon avis, quelque chose de fondamental, ce d'autant que là, pour le coup, les éventuelles discordances sont parfois pas anodines, et que du coup, les rappels secondaires de patients, il vaudrait mieux que ce ne soient pas des rappels secondaires, mais que ce soit des prises en charge directes. Les indications pédiatriques sont incomplètes, forcément, on en a déjà parlé. Pour ce qui concerne les clichés pulmonaires, j'étais moi un peu inquiet sur la fréquence des doutes, puisque en fait, si on regarde au quotidien, les clichés qui font le plus souvent l'objet d'un doute sont des opacités pulmonaires qui sont douteuses pour l'IA et qui le sont souvent pour l'urgentiste comme pour le radiologue. Et j'avais un peu une crainte, et finalement, par l'expérience de ces 2 mois, la crainte n'a plus d'objet, que ce soit un recours plus systématique derrière au scan, et ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que tout le monde a intégré un peu ça, l'urgentiste comme les radiologues, et donc on fait avec, on fait avec les doutes et on conçoit qu'ils y soient, d'autant que les clichés sont faits souvent dans des conditions qui sont un peu difficiles. Le thorax d'urgence, ce n'est pas le thorax en salle de radio, et donc on peut admettre qu'il y ait des doutes dans le thorax de matière un peu fréquente. Pour ce qui est des perspectives, puisque c'est ça qui nous intéresse le plus, comme vous avez vu, on a pour l'instant une équipe radiologique qui est relativement, on va dire, nombreuse, puisqu'on échappe un peu à la désertification pour l'instant. Enfin, on est 8, la pyramide d'âge est quand même plutôt haute. Il y aura de nombreux départs et on se prépare. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir des problèmes comme tout le monde. On essaie d'être encore attractif, mais c'est compliqué. Et effectivement, on a besoin de nouveaux outils, et notamment pour faire des tâches un peu comme celle-là, qui sont un peu fastidieuses et qui sont pour nous assez difficiles. Donc, on aimerait pouvoir évoluer dans ce domaine. Alors, ce qu'on attend maintenant, et on vous en présentera l'expérience plus tard, on l'espère, c'est de générer, comme l'a dit M. Khalifa tout à l'heure, puisque les outils en sont capables, finalement, de générer des comptes rendus types de manière à ce qu'on puisse alléger tout ce qui est travail de forme ressources humaines, nombre de clics pour aller dans le dossier patient, dictée du compte-rendu, saisie éventuellement du compte-rendu par la secrétaire si les comptes-rendus ne sont pas faits en recours vocal. Donc, on aimerait pouvoir générer, à partir du résultat de l'IA, des comptes-rendus types qu'on n'aurait plus qu'à valider. Et on aimerait intégrer, du coup, pouvoir intégrer dans le temps réel, plutôt que de faire une seconde lecture, et là, c'est ce qui croise les précédentes présentations, et finalement faire, non pas une deuxième, mais une première lecture. Et donc, finalement, on pourrait arriver à ce que
le compte-rendu de l'IA validé par le radiologue soit disponible pour l'urgentiste quand il prend en charge le patient. Alors, j'ai identifié quand même des risques là-dedans. C'est finalement, est-ce qu'on va continuer réellement à regarder des clichés dans ce contexte-là? C'est l'avenir qui va le dire. Un autre point, c'est que pour l'instant, les relectures concernent les patients qui sont sortis après soins, parce qu'effectivement, comme c'est fait dans un deuxième temps, on peut trier ces patients, et là, on sera obligé de faire les patients qui restent également en hospitalisation, donc ça va augmenter un petit peu le nombre de clichés. Le gros intérêt, à mon avis, majeur par rapport à l'organisation qu'on a aujourd'hui, si on validait un tel process, et là aussi, ça recroise les présentations précédentes, c'est d'éviter les rappels de patients qui sont jamais très bons, et d'éviter ce dont on a parlé, les trous dans la raquette, puisqu'on sait qu'il y en a. Je ne l'ai pas dit, mais déjà, un des premiers recueils qu'on a sur notre EPP, c'est que la relecture des clichés n'est pas exhaustive. C'est-à-dire qu'on a déjà, d'ores et déjà, on sait qu'il y a 30% environ des clichés qui ne sont pas revus pour des raisons qui sont diverses, ou de patients qui ne sont pas rappelés après relecture des clichés. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à tout le monde pour votre participation et ces super présentations. Moi, j'aimerais juste rappeler l'intérêt d'une place de marché, ce qu'on fait avec Arteris. Plutôt qu'on parle de place de marché, de plateforme, moi, je préfère parler de bibliothèque. Ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition plusieurs algorithmes, une bibliothèque complète d'algorithmes d'IA. Et quel est l'intérêt? Il y a deux idées principales derrière ça. C'est que sur une même image, sur un même examen, on peut faire tourner plusieurs algorithmes d'IA. Pourquoi pas sur une image en profiter pour regarder aussi l'âge osseux dans les cas pédiatriques. Et aussi, en deuxième idée, on peut profiter d'une seule intégration pour aller plus loin et profiter une fois des intégrations avec les RIS et les PACS, ce qu'on fait, je pense qu'on aura des questions là-dessus après, profiter de cette intégration pour aussi utiliser des algorithmes d'IA, par exemple, sur la détection de l'AVC pour accélérer le processus de prise en charge, pour faire de l'IA sur les examens pulmonaires, sur les examens neurologiques, sur les examens cardiaques. Donc tout ça, l'intérêt d'une solution comme Arteris, c'est qu'on va profiter on a mis en place un tuyau qui fonctionne pour tout le monde et ça permet aux utilisateurs de bénéficier d'une variété d'algorithmes d'IA qui sont des applications qu'on appelle premium, ou des applications bien sûr marquées CE, certifiées FDA, et aussi d'avoir des algorithmes un peu plus à la marge qui sont en test, qui ne sont pas encore validés, qui sont en recherche clinique. Donc ça permet vraiment d'étoffer l'impact de l'IA et de faciliter l'adhésion pour plus d'utilisateurs en allant peut-être plus rapidement.